Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, bravo. On n'entend pas bien? Plus près? Est-ce que vous m'entendez bien là? Donc, j'ai plein de choses à dire au début. D'abord, bravo à vous d'être là. Bravo à vous d'être arrivés à l'heure. Désolée d'être en retard. On aura eu des galères à peu près tous les jours, mais voilà. Bon. Donc, et puis une dernière chose à dire aussi, merci de m'avoir proposé cette plénière. Donc je m'appelle Stéphanie Tralongo, je travaille au sein de l'IUT Lumière Lyon 2, qu'on appelle aussi Bron. J'ai regardé avant-hier sur les diapositives, c'était marqué Bron, donc voilà, c'est le même. Donc j'y travaille depuis plus de 20 ans et c'est un IUT qui est assez particulier. Il fêtera bientôt ses 30 ans, donc c'est un IUT relativement jeune au regard de l'histoire des IUT. Et il a pour spécificité, vous en avez peut-être un petit peu entendu parler, de ne fonctionner que par alternance depuis sa création. Donc c'est un IUT qui n'a jamais connu de voie initiale complète sur les 2 années et puis maintenant les 3 années, mais qui a toujours eu une manière de penser l'alternance et de penser des approches pédagogiques autour de l'alternance. Donc par le passé, moi j'ai été chef de département donc en GEA, j'ai été directrice adjointe de cette IUT et j'étais aux côtés de Michel Lenire et j'ai travaillé avec Michel Lenire et Jean Verger à la commission qui, alors de mémoire, s'appelait Alternance et professionnalisation de l'adulte, me semble-t-il. Et donc j'ai pas mal travaillé à la création et à l'animation des journées pédagogie et professionnalisation avec Maud Leung, Pascal Berman et Christine Gangloff. Et puis à la création aussi du réseau des référents PPP en IUT avec Maud Leung. Donc des événements qui se continuent en fait encore aujourd'hui et c'est très, très appréciable. Donc en fait, au moment où j'ai été recrutée à l'IUT Lumière, il y a à peu près une vingtaine d'années, je ne travaillais pas du tout sur les questions de pédagogie et d'enseignement. J'avais fait une thèse sur les réceptions d'œuvres littéraires. Donc j'étais vraiment dans l'émotion littéraire, c'était complètement différent. Et puis en fait, en arrivant à l'IUT, je me suis progressivement intéressée. Les pratiques qui se faisaient à l'IUT ont vraiment attisé ma curiosité. Et puis je ne pensais pas que j'allais travailler pendant plus de 20 ans sur ces sujets-là. Mais bon, voilà, les cheminements intellectuels sont toujours pleins de surprises. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Donc j'ai commencé à aborder les questions des IUT et puis des pratiques éducatives en IUT à partir de mes cadres théoriques qui étaient la sociologie de la socialisation. Donc ce qu'on appelle la socialisation, c'est un gros domaine en sociologie puisque c'est ma discipline de formation. Et ça consiste à questionner ce qui peut paraître des évidences, c'est-à-dire pourquoi les gens font ce qu'ils font, pensent ce qu'ils font, pensent ce qu'ils pensent, ont telles habitudes, tels goûts, telles envies, dans absolument tous les domaines de la vie, que ce soit le choix du conjoint, alors oui c'est très désenchanteur, ou les raisons pour lesquelles on se retrouve en IUT à un moment donné, les choix qu'on peut avoir de ses projets intellectuels, etc. Donc voilà, la socialisation est un gros domaine qui vise à questionner la façon dont la société fabrique, forme, transforme, produit. Enfin, il y a différents mots qui dépendent de cadres théoriques différents des individus particuliers et en même temps faisant société. Donc c'est à partir de ce cadre théorique-là que j'ai commencé à questionner ce qui se faisait en IUT. Et au début, je pensais travailler sur un tout petit dispositif extrêmement confidentiel, ce qui m'allait bien parce que je ne me sentais pas du tout légitime pour aborder les questions de sociologie des IUT et de l'éducation. Je n'avais pas fait ma thèse là-dessus et donc je n'avais pas passé des années à devenir une spécialiste reconnue sur le domaine. Donc je m'étais dit, je vais travailler sur quelque chose de tout petit. Et quand j'en parlais dans des colloques en 2003 et 2006, c'était vraiment très confidentiel. Je passais du temps à expliquer ce que ce dispositif était. Et il s'agissait du projet personnel et professionnel. Donc il a pris une grande ampleur. Maintenant, à peu près tout le monde sait de quoi il s'agit, qu'on trouve que ce soit intéressant, pertinent ou pas, mais en tout cas, à l'époque, ça n'était pas le cas. Et puis, j'ai progressivement élargi mes domaines de questionnement. Alors, les questions que je posais pour le PPP, donc, c'était celles de l'histoire, de l'arrivée de ce dispositif dans les institutions à visée éducative du supérieur, dont les IUT, et puis les façons dont ça se déclinait en IUT, comment les enseignants apprenaient et enseignants-chercheurs apprenaient à devenir professionnalisants et à participer au dispositif de PPP, et puis les appropriations auprès des étudiants. Et puis après, je vais travailler aussi sur d'autres questionnements qui vont m'intéresser, qui étaient comment les enseignants et enseignants-chercheurs en IUT apprennent à devenir professionnalisants auprès de leurs étudiants. Parce qu'en fait, le constat qu'on peut tous faire, c'est qu'en général, quand on enseigne à l'IUT, on n'a pas soi-même été formé par un IUT, on est
rarement passé, alors il y en a, hein, mais c'est pas la voie majoritaire d'être passé par la voie courte, professionnalisante. On l'a peu appris aussi dans nos manières d'apprendre à avoir enseigné, que ce soit d'une façon formelle au moment de passage de diplôme ou pendant la thèse. Et pourtant, on le fait, et on le fait bien. Donc la question était de savoir comment ces choses-là s'apprenaient. Et du coup, ça a donné des résultats de recherche qui montraient une socialisation professionnelle en acte pendant les années professionnelles qui était vraiment inédite et très intéressante à mettre en évidence. Voilà. Après, j'ai travaillé aussi sur la pédagogie du supérieur, mais qui ne concerne pas que les IUT. Et un autre domaine qui m'intéressait beaucoup, c'était dans les années 2000-2020, c'était de me dire, mais au fond, les IUT, qu'est-ce qu'est la professionnalisation pour les IUT ? Parce qu'en fait, donc c'était notamment 2010, c'était les moments où vraiment la professionnalisation devenait un mot d'ordre général pour toutes les formations du supérieur. Ça interrogeait beaucoup aussi les IUT, donc il y avait des mouvements de défense pour dire voilà, nous on fait de la professionnalisation depuis longtemps, on est la professionnalisation. Alors ce n'était pas forcément que les IUT, hein, à l'extérieur aussi, des chercheurs qui s'intéressaient à la professionnalisation citaient toujours dans le début de leurs articles les IUT comme exemplaires ou comme un exemple ou comme une illustration de ce qu'était la professionnalisation, mais finalement sans vraiment faire autre chose qu'une grande énumération de traits caractéristiques pour pouvoir la définir, et restait entière cette question de mais au fond, qu'est-ce que la professionnalisation en IUT ? Donc toutes les questions qui m'ont animée donc, ont donné lieu à des protocoles de recherche, et au fond, ce qu'on peut observer, c'est que c'est des questions assez comment dire, triviales. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ici ? Comment c'est défini ? Donc ça renvoie vraiment à une manière de faire de la sociologie qui n'est pas juste propre à moi et qui consiste, pour utiliser un mot très moche mais très parlant, qui consiste à désévidencier le réel, c'est-à-dire à questionner ce qui paraît sous les yeux, ce qui semble naturel, évident, pour le mettre en question et monter un protocole de recherche pour montrer la façon dont ce réel qu'on a sous les yeux, ces évidences sont en fait le fruit d'une construction sociale, de différentes sédimentations, de différents ordres, et qui fabriquent petit à petit ce qui nous paraît aller de soi. Donc les avantages de cette déconstruction, qui sont coûteuses et difficiles à mener, parce que ce qui est évident, on ne le voit pas en général, donc faire tout un travail de décentrement du regard, c'est d'apporter des résultats de recherche sur ces questions-là, puis après de regarder où on pourrait avoir des leviers pour les transformer. Parce que ce qui est de l'ordre du construit social, ça ne se déconstruit pas tout aussi facilement, mais en tout cas, on voit où sont les leviers. Donc moi, je suis en recherche fondamentale, ce n'est pas tellement le terme qu'on utilise en sociologie, mais en tout cas, ça permet de faire des liens avec les recherches d'appli-clés, où après, on peut se dire, comment on pourrait transformer les choses. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une autre question évidente, mais finalement qui demande de l'énergie pour être déconstruite. C'est que depuis 2021, donc, les IUT sont passés à l'approche par compétences. Et donc c'est une bonne occasion de poser la question de mais au fond, avant, quelle était l'approche éducative en IUT ? Donc si on sait qu'à partir de 2021, c'est l'approche par compétences qui est fédératrice et qui rassemble, la question c'est qu'est-ce qu'il y avait avant ? Est-ce qu'on peut le qualifier ? Est-ce qu'on peut le définir ? Et est-ce qu'on peut en donner des exemples ? L'enjeu derrière, c'est pas seulement de faire un travail intellectuel pour se faire plaisir, de clarification, c'est aussi de pouvoir dire, mais au fond, quels sont les liens entre ce qu'on faisait et ce qu'on va faire et ce qu'on est en train de faire, et sur quoi pouvons-nous nous appuyer pour bâtir ces nouvelles manières de faire ? Et c'est un enjeu qui est important parce qu'en fait, on n'a pas tous suivi une transformation du cerveau et de nos pratiques entre 2020 et 2021, même si on a eu la crise sanitaire. Mais donc en fait, c'est nous qui étions là avant et c'est nous qui sommes là après et qui sommes en charge de la mise en œuvre de quelque chose de nouveau pour lequel nous avons aussi participé collectivement à l'écrire. Mais la question, c'est sur quoi on peut s'appuyer de nos habitudes, de nos manières de faire, de nos convictions, de nos croyances pédagogiques pour aller sur quelque chose de nouveau. Donc c'est la question que je vais traiter aujourd'hui. Donc pour ça, je vais... du coup, j'ai commencé quand et je vais avoir combien de temps ? Ah d'accord, ouais, c'est bon. Donc encore 10, c'est ça ? On débordera un petit peu ? Oui, d'accord, ok. Donc
Très rapidement, je présenterai le cadre théorique, puisqu'en fait, poser une question de pratique éducative ou quoi que ce soit demande d'avoir vraiment un cadre théorique. Je présenterai les approches éducatives en IUT jusqu'en 2021, parce que moi, j'ai pas fait un travail de terrain empirique sur l'approche par compétences. Ce sera intéressant qu'il y en ait qui viennent, mais c'est pas le cas. Et puis, dans un troisième temps, je présenterai, en prenant l'exemple de l'IUT Lumière, ce que ça donne quand on combine, ou qu'on essaye de combiner, quand on travaille d'articulation entre l'approche par compétences et l'alternance. Donc, le cadre théorique que j'utilise, je vais le dire vite, c'est la sociologie du curriculum. Donc, curriculum au sens de programme anglo-saxon qui englobe à la fois les façons dont s'inventent à une échelle macro-sociale des dispositifs ou des institutions à visée éducative, c'est-à-dire comment se structurent à l'échelle d'un pays, les différents systèmes d'enseignement primaire, secondaire, supérieur, etc. Et donc, on peut l'étudier à cette échelle-là, macro-sociale. C'est aussi une sociologie qui s'intéresse à l'articulation entre macro, méso et micro. Donc méso, c'est l'échelle des établissements, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, comment c'est mis en œuvre, comment c'est structuré, qui dirige dans les établissements. Bon, les IUT sont très particuliers de ce point de vue-là, avec un conseil d'IUT doublement présidé et dirigé. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne après dans la façon de prendre des textes de loi, des textes réglementaires, et de les mettre en application à l'échelle d'un établissement. Donc ça, c'est le niveau méso qui peut aussi intéresser la socio du curriculum. Et le niveau micro, là, c'est l'échelle des interactions en salle de classe avec tous les intervenants en IUT, que ce soit des administratifs, alors pas tellement les salles de classe, mais à côté, les enseignants-chercheurs, les étudiants. Et là, on peut observer les mises en œuvre de ce qui a été décidé, travaillé collectivement, mais à différents échelons et pas toujours les mêmes, et la façon dont c'est mis en œuvre. Et le dernier niveau qui nous intéresse, c'est la façon dont c'est approprié. Qu'est-ce que ça fait, comment on apprend, comment on intègre, et qu'est-ce qu'on fait avec ces savoirs et ces pratiques qui sont délivrés. Donc c'est un cadre extrêmement puissant. On n'a jamais le temps de travailler sur tous les niveaux parce que forcément, après, le travail empirique est énorme. Mais du coup, il y a quand même quelques hypothèses derrière. Donc l'idée, c'est d'ouvrir la boîte noire de ce qui se passe dans les systèmes éducatifs dans la perspective de poser la question de lutter contre le gâchis, qu'on appelle ça le gâchis éducatif, c'est-à-dire pourquoi, alors qu'il y a des tonnes de réflexions sur des programmes performants pour remédier à l'échec scolaire. Pourquoi des dizaines et des dizaines d'années d'études en France et dans d'autres pays sur le rendement éducatif et la réussite différentielle des élèves ou des étudiants de milieux sociaux différents montrent que en fait, les riches réussissent toujours plus et mieux que les pauvres, pour le dire extrêmement rapidement. Donc c'est une sociologie qui s'intéresse aussi à ces différences de rendement éducatif. Et qui donc se centre sur les discours. Oui. Non, c'est parce que en fait, je voulais que vous m'écoutiez. J'ai fait très peu de diapositives. Je vous le fais à la sociologue. Il y a peu de diapositives. Elle va arriver en fait juste après. Désolée. Vous auriez préféré plein de diaporamas ? Oui. Voilà, il y a peu de schémas, c'est juste du blabla. Tu sais, les sociologues, on fait que parler, en fait. Oui, donc juste pour dire que la socio du curriculum, elle ouvre la boîte noire des systèmes éducatifs. Elle se centre vraiment sur les discours et les pratiques de savoir, ce qui est assez rare et rarement questionné. Elle essaye de s'intéresser au social, la façon dont le politique, les choix et les possibilités de transformation se sont sédimentés dans des contenus à la fois à l'échelle macro et jusqu'au micro. Et puis, là où les éléments se présentent comme naturels, donc voilà, on peut prendre un programme national et s'intéresser à toute la façon dont il s'est fabriqué et la façon dont il se décline. Et là, on fait de la sociologie du curriculum. Donc, concernant les approches éducatives en IUT, jusqu'en 2021, moi, pour toutes les recherches que j'avais faites, mes travaux ont mis au jour, en fait, un ensemble de caractéristiques qui... on peut les retrouver ici et là dans différents endroits du système d'enseignement supérieur et de fait, on les retrouve de plus en plus d'endroits à l'extérieur des IUT, mais pour lesquels il y a quand même une originalité forte et historique des IUT dans la manière de les organiser et de les avoir pensés dès le début. Et ça, c'est important de le dire parce que les IUT ont une place tout à fait particulière, très intéressante, pour laquelle il faut vraiment pouvoir porter aussi ce discours d'une voix singulière, d'une voix différente et d'une innovation
en matière de pratique éducative dès le début. Donc, je rappelle que dans les années 66, il y avait l'idée d'ancrer au sein de l'université une voie technologique courte, différente de ce qui était proposé aux étudiants au milieu des années 60, qui était la première vague de massification de l'enseignement supérieur. Et il y avait aussi l'idée de le faire d'une façon très spécifique, en mettant en place des choses qui nous paraissent évidentes et naturelles maintenant, mais qui constituaient de sacrées innovations pour l'enseignement supérieur et qui ont largement essaimé au-delà des IUT. Donc il y avait le fait de sélectionner des étudiants, d'avoir un programme dense, calé sur la semaine ouvrée, ce qui n'était pas le cas, hein, d'avoir des intervenants au profil diversifié, ce qui n'était pas une évidence non plus, de dire, voilà, il ne suffit pas d'être un produit universitaire pour soi-même venir enseigner à l'université, on peut venir de différents horizons professionnels et avoir sa place à l'université. Il y avait aussi le souhait d'avoir des tailles de promotion très réduites, de courtes, d'avoir des relations de proximité avec les étudiants, d'avoir un esprit de promo et des esprits aussi d'équipe dans les encadrants, d'avoir des découpages CMTDTP qui favorisent vraiment le travail en petits groupes, d'avoir des stages aussi, c'est très ancien ça, d'avoir des innovations pédagogiques qui allaient être menées localement avec des possibilités de circulation très rapides au niveau national par des comités, par des groupes qui après s'appelleront des ACD, par des colloques de certaines spécialités. Et ça aussi, c'était dans les textes fondateurs. Donc il y avait vraiment cette volonté de fabriquer un collectif pertinent, performant et qui mettait bien et rapidement en avant ce qui se passait localement et ce qui allait se discuter nationalement. Il y avait aussi l'idée d'organiser des relations fréquentes, ordinaires, étroites et régulées avec les milieux professionnels, avec le tissu local. Donc toute une série de choses qui sont vraiment la spécificité des IUT, qui ne sont pas si évidentes que ça et qui en tout cas ont été l'objet de toute une série de batailles. Il y avait aussi l'idée d'avoir un lien étroit avec la recherche et c'est la raison pour laquelle les IUT ont été implantés dans les universités. Quand on lit les textes de ceux qui préparaient les IUT, ce n'était pas une évidence, hein. Ça aurait pu être dans les lycées, ça aurait pu être des instituts à part, enfin, ça aurait pu être plein de choses. Mais le fait de les mettre dans les universités, c'était de vouloir bénéficier, de ne pas couper les IUT de la recherche. Donc on avait un exemple concret parlant, mais en tout cas, c'était une volonté initiale qui s'est maintenue dans le temps. Et puis après, il y avait l'idée dernière d'avoir une série de domaines de spécialités assez réduites, pas d'en avoir des centaines, mais d'en avoir finalement entre 20 et 25. Et ce qui est donc à la fois dans le secondaire et dans le tertiaire, et dans ces particularités-là, il faut signaler que les IUT n'ont jamais eu le mandat de former dans les métiers de l'agriculture, dans les métiers de la médecine et dans les métiers de l'enseignement. C'est-à-dire qu'il y avait plein de domaines, mais il n'y a pas cela. Et si je le signale, c'est parce qu'en fait, il me semble que ça peut poser problème maintenant, parce qu'au final, on a plein de compétences et on est très compétent dans plein de domaines de spécialité, mais pas tellement sur les questions d'enseignement, de pratique éducative, parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources locales pour pouvoir nous aider à penser ça et à avoir une sorte de voix propre. Donc, je reprends une terminologie de Basil Bernstein, qui est donc sociologue du curriculum. Une voix propre portée par les IUT pour parler au nom des IUT, faire des recherches sur les pratiques éducatives et pédagogiques en IUT. Et donc, du coup, on externalise, on va voir ailleurs et on travaille avec des autres. Ça, on sait très bien le faire aussi, mais je pense qu'il y a des enjeux à fabriquer aussi un discours fort sur les IUT et leurs pratiques éducatives qui fabriquent une réflexivité pédagogique de cette richesse et puis de ses forces et aussi de ses points d'amélioration. C'est vraiment un domaine où il y en a tout le temps. Et donc, ce qui se décline par des tas d'approches, des approches par la technologie, c'est vraiment le cœur fondamental des IUT, c'était une approche pédagogique par la technologie. Bon, on a toujours eu du mal à définir ce que c'était, mais en tout cas, c'était apprendre par la technologie. Également par projet, qui était très présente, par problème, par programme, par compétence, qui était aussi présente petit à petit au fur et à mesure des PPN. Et puis aussi une approche disciplinaire, puisqu'on n'a pas oublié de continuer à parler contenu de discipline. Et puis une approche expérientielle. Et donc, moi, ce que je mettais comme résultat marquant, c'est que ces éléments-là, on les retrouve à plein d'autres endroits, dans des écoles d'ingénieurs, dans d'autres composantes peut-être universitaires, mais la façon dont c'est organisé, dont c'est rassemblé autour d'un projet fédérateur, c'est vraiment quelque chose de spécifique aux IUT et qu'il faut pouvoir, à mon avis, défendre.
Et donc, dernier point, l'alternance. Voilà. Et donc, je trouve que à l'IUT Lumière, je avais envie de vous parler aussi de la façon dont s'organise l'alternance et notamment dont se questionne la façon dont on articule le passage au but avec l'alternance. Parce que du coup, et là, on va y avoir un petit dessin, un petit schéma. L'IUT Lumière a été créé depuis 30 ans et il a été créé à partir d'un projet original qui était de dire l'alternance va être la modalité pratique de mise en œuvre d'une approche éducative qui est l'approche expérientielle. Donc l'approche expérientielle, je vous ai mis une référence dans la bibliographie de Lucie Mandeville, c'est l'idée que la complexité des apprentissages doit être prise en compte, doit faire l'objet de processus et on doit se dire, bon, qu'est-ce qu'on a envie que les étudiants vivent en 1, en 2, en 3, en 4, comment on prépare cette expérience avec eux, comment on accompagne la façon dont ils la vivent et comment on traite après cette expérience avec eux. Et donc du coup, tout le projet de l'IUT et toute la structuration s'est organisé en processus dès les années 90 à partir de cette approche expérientielle. Donc ce schéma très célèbre, fabriqué, je pense, par Michel Lenire, n'a jamais vraiment bougé. Alors on a rajouté une année, parfois c'était en semestre, avant c'était en année, puis maintenant c'est en année. Et donc du coup, on a une première année qui est toujours sous statut étudiant, qui est formation initiale pour absolument tout le monde, avec des périodes au début où se fait l'essentiel du programme de première année qui est commun, hein, et puis se prépare aussi de façon très intensive les périodes en entreprise. Donc voilà, l'idée c'est toujours quelle expérience on veut faire vivre aux étudiants. Là c'est rechercher une entreprise, les préparer à l'insertion professionnelle immédiate ou pendant le DUT pour là, et puis après. Et donc, qu'est-ce qu'on met en place? Donc, on met en place plein de choses au niveau pédagogique. On leur fait vivre une expérience de stage et on les fait revenir. Et voilà, on fait toujours revenir les étudiants à l'IUT après une expérience pour pouvoir la travailler avec eux. Et on a des dispositifs pédagogiques pour travailler avec eux cette expérience. Donc voilà, ils ont leur stage, ils retournent en IUT après. Et puis, c'est un stage qu'on appelle d'essai mutuel. S'il se passe bien, entreprise et étudiants signent un contrat d'apprentissage. S'il ne se passe pas très bien, pour différentes raisons, les étudiants cherchent un autre contrat d'apprentissage. Et sur les années suivantes, donc c'est une alternance entre cours et classique, en fait, avec des rythmes d'alternance qui sont variables selon forcément les secteurs d'activité au sein desquels nos étudiants sont. Et donc, on voit qu'on ne termine jamais, on ne laisse jamais les étudiants aller dans la nature sans avoir retravaillé avec eux leur expérience, même à la fin. Donc, du coup, c'est une manière de penser l'approche qui, en fait, s'est appuyée pour pouvoir organiser ça. Dans les années 90, c'était le projet personnel et professionnel qui servait de liant à toute cette approche. Et donc, on a continué de décliner le projet personnel et professionnel. Et aujourd'hui, on le lie avec l'approche par compétences. Et ce n'est pas si évident que ça. Donc en fait, on le lit de différentes manières. Donc le PPP à l'IUT Lumière, donc il a des volumes horaires qui sont très importants et qui sont pas complètement, qui sont les mêmes pour toutes les spécialités de l'IUT Lumière qui sont enseignées et qui peuvent être plus ou moins importants que ce qu'il y a dans les programmes nationaux. Et donc, du coup, on travaille le sens de la démarche globale de la formation en but, de ses choix de parcours, la prise de conscience de ses expériences, la déclinaison des expériences en compétences, l'acquisition, le développement, l'analyse d'une posture professionnelle et l'impact de l'ensemble de la production de ses projets futurs personnels et professionnels. Et à partir de cette définition, on travaille à articuler à la fois l'approche par compétences, à la fois la démarche expérientielle, qui est finalement le cœur du processus, en fait, et qui lui donne sens. Et donc, c'est la façon dont on travaille ces choses-là. C'est pas du tout évident, parce que du coup, ça place l'approche par compétence comme un des éléments, et certainement pas le liant complet de l'ensemble de ce qu'on veut faire vivre aux étudiants. Donc pour l'instant, on ne retrouve pas nos petits. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer puisque les choses se font petit à petit, mais pour l'instant, c'est compliqué d'arriver à être aspiré, de maintenir l'approche expérientielle parce qu'on continue de penser qu'elle est pertinente et qu'on a plein de dispositifs pour préparer cette expérience, avec l'approche par compétence qui nous paraît un des éléments importants, mais un des éléments. Donc voilà. Donc je conclus en disant qu'en fait, pour répondre à la question de quelles approches éducatives avant l'APC, en IUT, il y en avait plein, il y en avait plusieurs.
il y avait déjà les compétences et puis il y avait l'approche par projet, par programme, par problème, expérientiel, technologique, disciplinaire. Et donc, elles ont des liens et elles sont pas... l'approche par compétence, elle n'a pas poussé comme un champignon. Elle s'est appuyée aussi sur les innovations que constituaient ces différentes approches au cours de l'histoire. Mais la question, c'est de savoir comment articuler explicitement. Ce n'est pas à chaque enseignant, en fonction de sa culture disciplinaire plus ou moins proche des sciences humaines et sociales, de faire ce travail-là. Ça doit aussi pouvoir être explicité. Moi, je me suis posé aussi comme question de savoir pourquoi on parlait de l'approche par compétence comme s'il n'y en avait qu'une, alors qu'avant, on avait une diversité d'approches. Et ces approches-là, elles étaient certes différentes ou complémentaires, mais en tout cas, toutes importantes. Donc, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Comment on continue de les rendre visibles, que deviennent les projets tutorés, etc. Et puis, est-ce qu'on a la possibilité de bâtir collectivement un cadre de réflexivité, de recherche autour de ces questions-là qui soit propre aux IUT, qui puisse tenir compte de la diversité qui est la richesse des IUT, et puis de la créativité qui est aussi énorme. Et donc, est-ce qu'on peut le faire sereinement, sans se voir taxer de, je ne sais pas, grincheux, inapte au changement, hein. Ça peut être aussi souvent ce que j'entends quand je prends la parole sur ce sujet, ce qui est compliqué, parce que quand on est chercheur sur ces questions-là, ce sont mes domaines de recherche. Donc, quand je pose des questions sur une approche éducative, j'ai plein de critiques sur l'approche expérientielle aussi. Je fais mon boulot de chercheur, de poser des questions et de ne pas aller dans de des évidentiels réels. Et puis, j'ai vraiment une dernière chose que je voulais dire, c'est que dans cet ensemble, il faut quand même rester très attentif à ce que l'approche disciplinaire et tout ce qui concerne les disciplines soit pas maltraité. Pour l'instant, la façon dont on parle des disciplines dans plein de courants dits de pédagogie innovante ou d'approche par... compétence, elle est très maltraite beaucoup les disciplines et donne un miroir très déformant de ce qu'elles sont. Les disciplines, elles ont des compétences, elles ont des savoir-faire et surtout, elles permettent de faire de la recherche, de fabriquer des savoirs et de fabriquer des chercheurs. Donc, il y a ce qui se passe dans les IUT, puis il y a ce qui se passe autour, ailleurs, dans les composantes disciplinaires et il faut rester vigilant à ce que nos disciplines ne deviennent pas un gros mot. Voilà. Et là, c'est mieux. Ah, là, c'est mieux. Merci. Merci, Stéphanie. Faut que je retrouve ma question, que je la reformule. Tu as parlé d'esprit de promotion. Là, avec l'approche par compétences, on parle souvent de parcours centré sur l'étudiant. Quelle est ta position ? Est-ce qu'il y a un risque, en fait, que cet esprit de promotion, qui est important aussi dans le parcours des jeunes, dans nos formations, disparaissent parce qu'on va se centrer sur l'individu et pas forcément sur les groupes ou sur les promotions ? Comment tu vois les choses ? C'est la vraie question de savoir comment préserver cet esprit de promotion qui était vraiment cher aux créateurs des IUT et pour lequel on est tous convaincus que le groupe forme, le groupe transforme et le groupe apprend. Voilà. Et donc du coup, la question c'est d'arriver à le préserver à tous les niveaux. À la fois au niveau des équipes. Alors du coup, ça nous fait travailler différemment en collectif, mais encore une fois, le collectif dans les équipes en IUT, il était déjà très peut on en être fiers de ces collectifs. Moi, j'interviens à la fois en IUT et en composante disciplinaire, pas du tout les mêmes collectifs. Il y a des gens de bonne volonté partout, mais en tout cas, ça ne donne pas la même chose. L'alternance ne favorise pas non plus forcément trop l'esprit de promo, parce qu'en fait, on est vraiment centré sur la façon dont un individu fabrique son projet, son parcours, tout ça. À l'IUT Lumière, c'est pas le plus développé, par exemple,
les BDE, les choses comme ça, tous ces événements aussi autour. Et c'est quelque chose sur lequel on bute quand même depuis longtemps, qui n'est pas que propre à l'approche par compétences, mais à la façon dont on individualise énormément des parcours de formation et dans les façons qu'on a de mettre en place des dispositifs qui se centrent vraiment sur la fabrication de projets individuels, parcours individuels. Donc on a vraiment beaucoup de choses à inventer, mais je suis d'accord, c'est une préoccupation qui doit rester majeure en fait. Ça devrait être bon. Oui, merci Stéphanie pour cette présentation très intéressante. Parce que moi, je vois l'enjeu essentiel du rôle pédagogique qu'on peut avoir dans l'acquisition des compétences. Alors, on a plusieurs modèles, les hard skills, les soft skills, savoir, savoir-faire, savoir-être pour simplifier. Comment, au niveau des équipes pédagogiques, puisque la compétence, elle suppose la mise en œuvre d'un savoir, savoir-faire ou savoir-être en contexte. Comment, quand on est enseignant-chercheur ou enseignant, on peut avoir les connaissances suffisantes des exigences du contexte pour pouvoir évaluer les étudiants dans la mise en œuvre de cette compétence, puisque nous ne sommes pas, par définition, sur le terrain, mais en dehors du terrain. Et oui, ça c'est vraiment la question. Donc on se la pose tous, on n'arrête pas de se la poser. Peut-être Sonia, toi tu le vis plus. Parce que moi je suis dans plusieurs départements, donc j'ai pas eu à mettre en œuvre à l'intérieur d'un département, donc je récupère des propos au moment des réunions. Mais c'est vraiment la question. Quand il y a des échanges, les collègues disent mais on n'est pas des jurys de VAE, quoi. Ou alors on le fait en VAE, mais dans ce cas-là, on est vraiment accompagné par le spécialiste de ceci, le spécialiste de cela. Donc est-ce qu'on doit devenir tous des multispécialistes? Mais on l'est déjà. En même temps, quand on est enseignant-chercheur, on est déjà spécialiste de son domaine de recherche. On fait aussi de l'enseignement. On fait aussi, en général, on a des responsabilités administratives. Donc on a une bonne série de casquettes. Donc on se dit, est-ce qu'il faut encore plus aller vers ça? Alors il y a plein de manières de répondre. C'est vrai qu'on se sent démuni et on sent que les collectifs sont importants et qu'il y a aussi un coût d'entrée. Après, il y a aussi des manières de, par exemple, dans notre IUT, et c'est pas du tout le seul, on est systématiquement tuteur et donc on va toujours en entreprise et donc on se fabrique petit à petit une culture professionnelle. Mais c'est long, ça prend du temps et puis ça dépend de où est-ce qu'on est en entreprise et de comment on capitalise sur ces expériences professionnelles où on va dans les entreprises. Donc voilà, c'est quelque chose pour lequel il y a de l'inconfort. Et on n'est pas sécure sur ces questions-là. Et des enseignants qui ne sont pas sécures. Les enseignants-chercheurs, on a une relative connaissance, mais il faut que ce soit enregistré. Ah oui, d'accord. On essaie de monter. Oui, je pense plus particulièrement à nos collègues enseignants qui ont peut-être un peu moins que nous, enseignants-chercheurs, la connaissance des problématiques de terrain. Donc, est-ce qu'il y a des freins à l'apprentissage de cet accompagnement pédagogique, à la valorisation des compétences, au retour des stages? Voilà, comment on pourrait soutenir ces démarches d'appropriation pour nos collègues enseignants? En fait, ce qui marche, alors pas forcément dans ce domaine-là, mais quand on veut former et soutenir, on met en place des collectifs de formation. Alors, j'ai pas, par exemple, pour le projet personnel et professionnel qui est capital à l'IUT Lumière, on a des livrets à l'attention des animateurs, des livrets à l'attention des étudiants. Donc, tout le programme est extrêmement bien détaillé, les séquences, les cours, les contenus. Il y a des formations, il y a des recyclages, il y a des sortes de séminaires au-dessus. Donc, il y a tout un travail d'acculturation permanente en fait de ces choses-là, mais ça a mis peut-être 10 ans à se stabiliser, et puis maintenant on est sur des livrets qui ont 30 ans d'expérience, donc c'est long en fait. Rien ne se fera pour la rentrée 2024. On a le temps d'une dernière question. Ok, merci beaucoup. Merci de votre attention.